Émission du 25 septembre 2024. Bienvenue à tous. Kim Roy-Grenier au microphone pour cette première émission de la saison d'automne 2024. On a de la suite dans les idées. Attachez-vous bien. L'an dernier, pour notre toute première invitée, c'était Marie Ouzo du Gris Montréal pour nous parler d'éducation aux réalités LGBTQ+ dans les écoles. Alors ce soir, comme il y avait une autre rentrée scolaire cette année, on me souffle à l'oreille que ça arrive chaque année, ces affaires-là? Ouais. Oui, bien c'est ça. C'est pour ça que tu es là, Estelle. Estelle Cajolet à mes côtés, qui est sexologue et directrice du volet éducation à l'organisme Les Trois Sexes. Bonsoir, Estelle. On va ouvrir ton micro, je pense que ça va aller mieux. Ça irait bien. Ah oui. Bonsoir à tous. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te décrire physiquement et nous partager tes pronoms? Oui, avec plaisir. Donc, je considère maintenant avoir les cheveux longs. J'ai les cheveux foncés et frisés. J'ai un toupette et dans le fond, j'ai un visage assez androgyne et un look aussi, un style assez gender fluide, je dirais. Puis j'ai une marque de commerce, dans le fond. J'ai un grain de beauté dans le visage. À toi aussi. Mes pronoms, j'utilise en français le pronom elle et les accords au féminin. En anglais, j'utilise she, they pronouns. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi faire partie des communautés LGBTQ+? Ça veut dire beaucoup de choses. C'est à l'intersection de plusieurs de mes identités, ben, de mon identité, parce qu'une identité, elle est plurielle, mais je suis une personne non-binaire, je suis une personne queer, puis je suis aussi une sexologue. Fait que c'est comme, ça parle pour moi vraiment beaucoup de pouvoir faire de l'éducation à la sexualité, puis de faire partie d'une communauté qui mérite et se souhaite en fait une meilleure éducation à la sexualité puis une meilleure représentation finalement. Voilà. Alors, pour cette rentrée scolaire 2024, il y a une nouveauté dans les écoles québécoises, le cours Culture et citoyenneté québécoise, qui remplace le cours d'éthique et culture religieuse. En quelques mots, parce qu'on va en reparler plus longuement dans l'entrevue, mais t'es fan, pas fan? Ben, écoute, je suis fan, pas fan, je te dirais. Il y a comme les critiques sont vraiment nécessaires là, finalement de ce programme-là. D'un autre côté, il y a vraiment de très beaux contenus en fait. C'est vraiment le cours dans le fond où on a décidé d'y mettre, d'y implanter l'éducation à la sexualité comme retour là, dans un programme vraiment pas juste obligatoire, là, comme un cours obligatoire. Donc, j'ai beaucoup de... Ouais, je suis vraiment contente. J'ai hâte de voir où ça s'en va, par contre. Mais ouais, je suis un peu à cheval entre... je sais pas qu'est-ce que ça va donner tant que ça. Il faudra attendre aussi de voir comment il est déployé et enseigné. Exact. On va en reparler dans quelques minutes. On reçoit également l'écrivain Antoine Charbonneau-Demers qui présente ces jours-ci sa pièce Mon serviteur à la Chapelle. Bonsoir, Antoine. Bonsoir. Est-ce que tu peux te décrire physiquement et nous partager tes pronoms? Alors, j'ai des cheveux châtains jusqu'aux épaules à peu près. J'ai des petits poignets. Puis j'ai une casquette Punta Cana. À l'envers. À l'envers. Pour bien voir le Punta Cana. Mon visage aussi. Qui est très joli. et mes pronoms, c'est il, lui. Et voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi faire partie des communautés LGBTQ+? Je te dirais que je cherche encore cette réponse-là. Quand on parle de communauté, souvent, on pense à un groupe ou on pense à des relations interpersonnelles. Puis j'essaie de voir qu'est-ce que ça veut dire aussi dans la solitude. Et quand on n'a pas la chance ou le désir de vraiment se mêler à la communauté, qu'est-ce que ça veut dire donc faire partie de la communauté? Et c'est une question dont la réponse change tout le temps. Ta pièce, Mon serviteur, aborde la dynamique de soumission et de domination. Tu es sorti de ta zone de confort pour cette création. Tu as fait 2 représentations jusqu'à maintenant. Pause aujourd'hui. Merci d'être là durant ton congé. Il en reste 2 autres, donc tu es rendu à la moitié. Comment tu vis ça jusqu'à maintenant? Ben, très bien. C'est justement très agréable de pouvoir aller à la rencontre des gens physiquement. Oui, c'est une petite victoire aussi parce que je me suis éloigné de la scène pendant des années. Donc, je suis très heureux d'être là aujourd'hui. De reconnecter, oui, parce que c'était surtout des livres pour le... Oui, j'ai toujours écrit, j'ai toujours été dans un peu plus
Oui, effacé, ou en tout cas, j'étais pas là avec mon corps encore. Je viens d'arriver. Alors, on va poursuivre la discussion après l'entrevue avec Estelle. Et en deuxième moitié d'émission, on reçoit le comédien et metteur en scène Jean-François Quesnel, qui s'est donné pour mission d'être inclusif des personnes issues des minorités dans ses productions. Et notre humoriste invité de la semaine, Benjamin Alain Vaillant, qui va nous faire son numéro en langue des signes québécoise. Alors, il ne faut pas rater ça. Et il y aura notre interprète, Charline, je crois, qui sera celle qui va verbaliser le numéro de Benjamin. Moi, c'est Kim Roy-Grenier. Je suis journaliste homosexuel et non-binaire. J'utilise le pronom elle ou elle, accord au masculin ou féminin au choix. Ce soir, sur scène, j'ai aussi les cheveux longs. On est une belle gang de cheveux longs jusqu'à maintenant. Et je suis tout de bleu vêtu. Vraiment des chaussures, des bas jusqu'aux boucles d'oreilles, mais dans différents tons quand même. Je ne suis pas monotone. Mais le bleu est à l'honneur ce soir. Nous sommes en direct du bar Le Normandie dans le village à Montréal. C'est parti pour tous. En cette rentrée scolaire 2024, il y a de la nouveauté dans les écoles du Québec, le cours Culture et citoyenneté québécoise qui remplace éthique et culture religieuse. C'est maintenant obligatoire partout dans la province. Le programme s'articule autour de 3 axes: la culture, les valeurs et principes fondamentaux de la vie civique et le dialogue et la pensée critique. Et c'est aussi dans les cours de culture et citoyenneté québécoise que les enseignants vont aborder la sexualité. On en parle avec la sexologue et directrice du volet éducation à l'organisme Les Trois Sexes, Estelle Cazolet. Rebonsoir, Estelle. Rebonsoir. Alors, avec l'introduction du cours culture et citoyenneté québécoise, qu'est-ce qui a changé au niveau de l'enseignement de la sexualité par rapport à ce qui était fait dans les dernières années? Bien, déjà, il faut faire un petit retour en arrière. Là. Je ne ferai pas toute l'historique de l'éducation à la sexualité au Québec parce que c'est vraiment en dents de scie, là. Depuis les années 80, là, on essaye des choses. On essaye beaucoup de choses pour revenir finalement à la même case, là, parce que, dans le fond, on a retiré le cours de formation personnelle et sociale. Que moi, j'ai eu. Oui, on est à cet âge-là. Ouais. On l'a retiré, qui était un programme qui était en soi assez bien, qui méritait beaucoup de refonte, on va dire. Puis finalement, on s'est dit, on va essayer notre technique, l'éducation à la sexualité, on va essayer de l'amener comme différemment dans la pluralité des classes. Puis, à un moment donné, on s'est rendu compte que c'était pas fait tant que ça. Que c'est pas que c'était plus obligatoire. Les gens, les enseignements, etc., de l'éducation à la sexualité ont comme un peu pris le bord. Il y en avait toujours dans les écoles au Québec, mais à partir de 2018, le gouvernement du Québec a décidé, dans le fond, de ramener des contenus très clairs qui ont été rebâtis, redéfinis là, aussi là, pendant des années, dans le fond, là, par le ministère de l'Éducation, de façon obligatoire. Donc, on est passé, à partir de 2018, à des contenus d'éducation à la sexualité obligatoire de la première année du primaire à la 5e secondaire. Mais un peu éparpillé, par exemple. Un peu éparpillé parce que c'est dur à implanter, mais c'est quelque chose qu'on a travaillé vraiment durement. Là. Quand on pense aux conseillères pédagogiques en éducation à la sexualité, ils ont vraiment fait une superbe de belle job. Mais là, avec le changement de programme, dans le fond, de ECR pour CCQ, ce qui s'est passé, c'est que on a repris ces contenus-là. On les a pas nécessairement modifiés, mais on les a ajournés avec toutes les autres thématiques du cours de citoyenneté et culture québécoise. Comme par exemple, il y a une thématique au secondaire, ça va être identité, comme la notion d'identité, en quoi ça concerne, qu'est-ce que ça veut dire, comment on peut explorer ça, etc. Donc, à partir de ce moment-là, là, on va voir apparaître des contenus d'éducation à la sexualité. Fait c'est très bien implanté, c'est très bien réfléchi. Le programme en soi, il est fort, mais il n'est pas à tous les niveaux. Fait que ça, en tout cas, il y a comme des choses comme ça que je suis comme, pourquoi? Mais je pense comprendre un peu pourquoi, par exemple, en secondaire 3, il n'y aura pas de culture et citoyenneté québécoise. C'est que les jeunes ont un cours de sciences, et donc là, anatomie, biologie, etc., ça va... Oui, exact, ça rentre là. Donc, c'est assez complet en soi.
Mais c'est ça, je sais que les enseignants, enseignantes anciennement de ECR qui sont devenus profs depuis le projet pilote, là, exact, sont comme un peu... ils ont énormément de formation. Puis je sais que la notion d'éducation à la sexualité est un peu plus complexe que tout ce qui est de l'ordre de l'éthique ou justement de la citoyenneté, par exemple. Et je les comprends, tout à fait. Justement, parlons-en de cet accompagnement qui a été offert aux enseignants qui doivent switcher, d'une certaine manière, de ECR à CCQ. Est-ce qu'il y a eu assez d'accompagnement? Est-ce qu'on sait si, en cette rentrée, ils se sentent assez outillés? Bien, on a observé, dans le fond, il y a un syndicat de l'enseignement au Québec qui a fait un sondage auprès des enseignants, justement, et des enseignantes du cours de ECR qui deviennent des profs de CCQ pour leur demander, comme, quel est leur niveau d'aisance. Est-ce que, d'une part, en fait, il y avait eu de la formation pour le cours de citoyenneté culture québécoise. 42 des enseignantes avaient dit en avoir reçu pendant les années pilotes, finalement, du cours. Et là, ce qu'on sait, c'est qu'il y a environ de ce 40 quelques % de profs qui ont eu les outils, qui ont eu une formation à ce sujet. Il y a environ 80 quelques % des enseignants, enseignantes qui ne se sentent pas nécessairement assez outillés pour les notions de sexualité humaine. C'est quand même 4 sur 5. Oui, c'est quand vraiment même beaucoup. Ouais, quand même. Puis je pense que, tu sais, derrière ça, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a pas, c'est pas nécessairement le manque de formation, c'est la notion d'aisance. Puis la notion d'aisance, c'est théoriquement pas adaptable dans la vie. Là. Tu sais, par exemple, qu'est-ce qui rend un enseignant ou une enseignante mal à l'aise d'une thématique, mais pas l'autre enseignante. Tu sais, il y a comme, à un moment donné, c'est là où c'est dur de former des gens sur le savoir-être puis le savoir-faire en éducation à la sexualité. Là. C'est des années de temps. Là. Mais chaque enseignant a un parcours personnel aussi à prendre en compte. Oui, vraiment. Quand toi, tu entends ces chiffres-là, à peu près 80 % de la moitié des enseignants, est-ce que ça t'inquiète comme sexologue? Ça m'inquiète pas nécessairement. À Les Trois Sexes, on a fait une recherche-action dans le cadre d'un vraiment gros programme et projet là, en collaboration avec Oxfam. Puis ce que j'observais, dans le fond, des enseignants puis des enseignantes qui étaient dans le projet pilote de CCQ, je ressentais vraiment comme des belles qualités, dans le fond, de ces enseignements-là. Souvent, les jeunes me disaient, mettons, comment ils étaient, comment il était ton prof, justement, de SCR, là-dedans. Puis, dans le fond, une des caractéristiques que j'ai pu observer dans les mots des jeunes, c'est, par exemple, c'est des gens qui ont beaucoup d'humilité. Ils sont capables de dire, « Hey, je sais pas tout. » Dans le fond, je suis avec vous là-dedans. Mais on va y aller ensemble, puis ça se peut que je ne sache pas toutes les réponses. Mais c'est sûr que quand je posais cette question-là aux jeunes, qu'est-ce que ça vous fait, ça? Ben, les jeunes me répondaient, pour être honnête, c'est un peu dommage. Puis là, j'étais genre, c'est dommage pour qui? Puis ils étaient comme, pour nous, si nous, on a des questions vraiment spécifiques, puis qu'on peut pas avoir de réponse, comme pourquoi tu le fais finalement? Puis là, j'étais comme, une très bonne question. Et vers qui se tourner pour avoir la réponse? Exactement. Mais parlons-en de cette recherche-action. C'est fait en collaboration entre Les Trois Sexes, avec Oxfam Québec aussi. Qu'est-ce que c'est? Oui, bien, en fait, c'est un super de gros programme. Ça s'appelle Pouvoir choisir. C'est un programme, dans le fond, qui tente de lutter et d'élever la voix des personnes qui sont lésées en termes de droits sexuels et reproductifs. Donc, au Québec, comment ça s'est déployé? Parce que Pouvoir choisir, c'est dans 7 autres pays, dans le fond, avec qui Oxfam Québec est en collaboration et en connexion, finalement. Au Québec, dans le fond, nous, on a décidé de faire une recherche-action qui porte sur la pédagogie en éducation à la sexualité et l'agir sexuel des jeunes. Fait qu'on est allé à la rencontre de 10 groupes de discussion, donc environ 80 quelques jeunes à travers la province du Québec pour recevoir, dans le fond, vraiment comme des données qualitatives, vraiment, genre, savoir c'est quoi leur opinion, tu sais, de leur parcours d'éducation à la sexualité chez les 15-21 ans. Fait que c'est vraiment intéressant de voir comme la continuité de certaines lacunes, mais en même temps les forces de d'autres
place dans certaines régions. C'est vraiment fascinant. Et on a passé aussi un sondage là, à la grandeur du Québec pour demander aux jeunes, justement, même thématique, pédagogie d'éducation à la sexualité, besoins critiques, etc., l'agir sexuel. Puis on a environ 400 personnes qui ont répondu. Fait qu'on est en train de faire un rapport de recherche. Sinon, dans le fond, il y a 2 semaines, 1 semaine et demie maintenant, 1 semaine et demie, on a lancé la campagne de sensibilisation de pouvoir choisir. Et là, c'est vraiment selon les constats qu'on a définis là, à travers cette recherche-action-là qu'on essaye de vraiment élever la voix des jeunes pour passer certains messages, là, évidemment, là, d'une part à la population générale du Québec, mais surtout aux jeunes au Québec, que, hey, souvenez-vous, vous avez des droits, puis les droits sexuels, dans le droit sexuel, il y a une partie qui est, ben, tout le monde a le droit à une éducation à la sexualité émancipatrice, positive et positive surtout, tu sais. Fait qu'on a donné la voix des jeunes, dans le fond, puis on essaie vraiment d'élever ça. Après, on a fait tellement d'autres choses, là, un forum jeunesse, plein de choses. C'était vraiment great. Justement, tu es en train de rédiger un peu les conclusions de tout ça. Tu es là-dedans en ce moment. Ouais. Qu'est-ce qui se dégage jusqu'à maintenant de ce que tu as pu observer? Oui, bien, un des constats, c'est que, dans le fond, il y a encore... quand je dis, mettons, ce constat-là, c'est comme, il y a des stéréotypes, c'est vraiment ancré dans des stéréotypes sexuels et de genre. Donc, les gars sont d'une façon, les filles sont d'une autre. Puis, c'est pas tant de cette façon-là que les jeunes ont reçu l'éducation à la sexualité. C'était plus comme, les gars allaient faire d'autres choses pendant qu'on parle du cycle menstruel. Mais moi, je pensais vraiment que c'était de notre époque. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Séparer, non. filles. Là, tu as des jeunes de 15 ans qui me disent au primaire. Je suis comme, mais quand tu étais au primaire, on était comme en 2054 ou comme, tu sais, me semble c'est hier, là, tu sais. Fait que moi, ça m'a vraiment surpris. Je pensais pas qu'on était là. C'est une éducation à la sexualité qui est vraiment tournée sur la pénétration, là, genre pénis-vagin. Là, on est vraiment dans comme le seul comportement sexuel hyper hétéronormé que même les straights sont comme, je peux-tu pas, genre, penser que c'est juste ça, tu sais, et à quoi ça réfère. Fait que très stéréotypé aussi dans les comportements sexuels, puis en quoi ça réfère, la sexualité. Donc, la sexualité, c'est genre dans un contexte reproductif, là, basically, ou genre de crainte, de honte, associée aux ITSS, aux grossesses non anticipées, par exemple, ou des choses comme ça. C'est une éducation à la sexualité hyper préventive encore et non pas genre émancipatrice ni positive nécessairement. Est-ce qu'il y a des groupes d'étudiants qui se sentent plus délaissés ou moins interpellés par le contenu, mais aussi par comment c'est enseigné ce contenu-là? Bien, en fait, les personnes queer, puis les jeunes qui s'identifiaient et qui se sont proclamés là, queer, dans le fond, dans la recherche, ils se sentent vraiment pas du tout concernés. Ils sont comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça, là, cette information-là? Et comment on pourrait être inclus dans la notion large de l'éducation à la sexualité? C'est faisable. Moi, je le fais comme sexologue depuis des années, mais ils se sentent pas du tout concernés. Après, ben les personnes qui s'identifient à la féminité puis qui se disaient des filles, des femmes, mettons, elles me disaient beaucoup que elle portait pas mal toute, en fait, la pression de la prévention liée à la sexualité humaine. Fait que il faut pas que j'aille de grossesse, il faut pas que j'aille des ITSS, faut que j'aille un certain statut, il faut que j'agisse d'une certaine façon dans ma sexualité. Et d'un autre côté, les personnes qui s'identifiaient plus à la masculinité ou les gars, ils se sentaient vraiment être tombés dans les cracks. Là. Ils étaient comme, qu'est-ce que c'est la sexualité? Je suis censée faire quoi? Où suis-je? Là? Il y avait tellement d'incompréhension. Puis je sentais vraiment chez les jeunes garçons, limite comme un cri du cœur, j'ai envie de dire. Là, comme, on peut-tu nous aider? Et pourtant, avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années au niveau de l'actualité, le mouvement MeToo, la responsabilisation de part et d'autre des comportements respectueux des autres, est-ce que toi, ça t'inquiète un peu de voir qu'avec ce nouveau cours-là, il semble y avoir... c'est vrai que c'était des gens qui ont reçu une éducation, mais... comment les interpeller, ces personnes-là qui se sentent un peu tombées dans les cracks? Oui, bien, en fait, il y a vraiment des approches en pédagogie de l'éducation à la sexualité qui sont, en mon sens, beaucoup plus rapides puis beaucoup plus directes là, pour venir chercher le plus grand nombre de personnes. D'ailleurs, c'est une des demandes des jeunes, là, dont des jeunes gars, là, comme il faudrait qu'à un moment donné, cette éducation-là,
elle nous parle à tout le monde, puis il y a du monde que peut-être ça les intéresse moins, fait qu'il faut aller les chercher eux autres pareil, tu sais. Fait qu'il y a vraiment comme cette notion-là de la pédagogie inclusive, mais au sens très large, là, pas inclusion des diversités juste sexuelles ou de genre, mais diversité de désirabilité à vivre la sexualité, inclusion de comme, ben c'est sûr que moi, si j'ai 14 ans puis je vis telle affaire, l'autre à côté de moi vit peut-être pas la même chose. Fait que est-ce que nous, on peut parler de la même chose? Puis oui, c'est faisable. Fait qu'il y a vraiment il y a des façons de faire l'éducation à la sexualité qui sont parfois délaissées. Puis pourquoi elles sont délaissées? Parce qu'on fait encore de la prévention et non pas de l'éducation. Tu sais, on n'est pas dans un partage théorique ni pratique, mettons, de comme en quoi ça consiste, l'anatomie, de quelle façon ça fonctionne. On est plus dans retiens par cœur comme c'est quoi telle affaire. Personne, tu sais, no one cares. Tu sais, personne a besoin de certaines informations des fois. Puis tout le reste est fait de façon préventive et dans la peur, tu sais. Fait que si on continue d'éduquer qui que ce soit par la peur, il n'y a aucune chance que personne se sente inclus, en fait. Et justement, ça, c'était un autre commentaire, je pense, des jeunes, de dire « incluez-nous dans le contenu, dans la manière aussi, parce que, tu sais, ce que tu me disais en pré-entrevue, il y a des trends. Ah oui, tellement, là. Et des trends, c'est souvent sur une génération, puis ça bouge vite aujourd'hui, les trends. Les enseignants ne sont pas nécessairement au courant de ces trends-là. Alors, comment les inclure, parce que c'est quand même à eux autres qu'on doit leur donner des connaissances, comment les inclure? Bien, c'est ça. En fait, le cours de culture et citoyenneté québécoise, c'est un peu ça son objectif. C'est son grand défi, là, dans le fond, c'est bâtir l'esprit critique des jeunes. Et donc, pour ça, il faut ouvrir les dialogues. Les jeunes me criaient, là, limite, là, comme « Hey, on est prêts, là, dans le fond, là, à entendre parler de ce que les jeunes pensent aussi. » Eux, dans le fond, leur intérêt, c'était pourquoi on ne peut pas être entre nous? T'sais? Pourquoi on ne peut pas être entre nous par moment dans l'éducation à la sexualité où on est challengé? On se challenge à une idée, un truc. Mettons, je peux donner un exemple, mais il y a des jeunes qui m'ont beaucoup parlé de la notion du body count. T'sais. Puis là, ça, c'est vraiment sur leur For You page, sur TikTok, des choses comme ça. Puis je sentais vraiment comme de tout type de jeunes, peu importe leur âge, peu importe leur identité de genre, ça passait comme pas tant cette chose-là. Puis là, mais j'étais genre, mais là, tu sais, sautons sur cette occasion-là, justement, cette thématique-là, cette chose-là. Mais si les jeunes ne disent pas, hey, exemple, tel prof, il y a ça en ce moment sur TikTok, puis genre, moi, j'ai envie de l'adresser, puis que le programme est hyper canné dans comme des savoirs. On n'ira pas plus là, tu sais. Fait que l'idéal, ça serait vraiment ça, tu sais, c'est d'octroyer certaines heures, certaines minutes, là, tu sais, dans le programme pour justement inclure la voix des jeunes, inclure le dialogue, puis pour vrai, laisser les jeunes décider si ça leur tente ou pas aussi, là, tu sais. Moi, il y a une jeune qui me dit... ouais, c'est pas tout le monde qui aime ça parler avec du monde, par exemple, hein, tu sais, puis d'échanger là-dessus. Puis j'étais comme, hey, pour vrai, fair enough, t'as vraiment raison, c'est pas tout le monde. Et là, de naviguer tout ça, moi, je pense que ça se fait très bien. Mais c'est ça, il y a une jeune, à un moment donné, elle était comme, je comprends pas pourquoi en mathématiques, il nous montre un truc, il nous dit, allez au chapitre 3, puis là, on lit sur le chapitre 3, on est comme, OK, puis là, il est comme, voici, genre, la manière de faire cette équation-là. Go, travailler en équipe. Il y a une fille, elle était comme, moi, dans ma tête, c'est la même affaire. Tu sais, comme, on peut juste faire ça. Body count, go. Tu sais, on en parle, on jase, on essaye. Fait que vraiment des mises en situation, d'inclure la voix des jeunes, là, dans le fond, là, je pense que ça va être... je pense que de façon générale, c'est pas juste en éducation à la sexualité, mais c'est la pédagogie, là. Je pense que les jeunes ont besoin d'être un peu plus stimulés aussi, là. Il y a une occasion à saisir parce que tu disais, on commence à déployer le cours. Ça va quand même prendre une dizaine d'années. Moi, je pense que oui, ouais. Ça prend une génération pour réussir un programme. Une génération de gens qui vont commencer en première année du primaire. Exact. Et qui vont faire tout le cursus jusqu'à secondaire 5. Ouais. Je t'amènerais peut-être sur une étude dont tu m'as parlé, qui était super intéressante, parce que, bon, oui, on t'a mentionné de réfléchir à qu'est-ce qu'on enseigne, à comment on l'enseigne, protection des ITSS et tout. Mais dans cette étude-là dont tu me parlais, il y avait la notion de connexion émotionnelle. Ouais.
Est-ce que tu peux nous en parler un tout Ben petit peu? oui. Puis est-ce que cette notion-là de connexion émotionnelle, elle se retrouve dans le cours de CCQ? Ben là, c'est ça. Là, ça, c'est des études vraiment préliminaires. Dans le fond, moi, j'ai des collègues en sexologie qui ont étudié la perception du plaisir sexuel. Perception et plaisir, déjà, comme c'est un gros mandat. Puis, ce qu'elles avaient comme données préliminaires, dans le fond, de leurs études, quand elles nous ont donné la formation, c'est que la majorité des gens ben déjà, d'une part, les gens ne savent pas comment définir le plaisir sexuel. Peu importe leur identité de genre, leur parcours culturel, leur âge, peu importe. Ils étaient même, tu sais, comme fâchés là, de ne pas être capables de nommer qu'est-ce que c'est pour eux ou elles. Donc, déjà, d'une part, mais lorsqu'on regarde la corrélation qui suit toujours dans cette étude-là, on remarque que les gens répondent souvent par un exemple de leur parcours sexuel et que cet exemple-là finit toujours par être défini par genre, je ressentais une connexion à l'autre. Donc, ça peut paraître comme un peu ésotérique, là. T'es comme, ah, wouhou, il faut de la connexion à l'autre pour vivre du plaisir sexuel. Mais j'ai trouvé ça quand même intéressant d'entendre parler de ça. Puis quand tu regardes le cours de culture et citoyenneté québécoise, ben il n'y a pas nécessairement, tu sais, des mots associés au plaisir sexuel. Fait est-ce qu'on est en mesure de parler de cette connexion-là, de comment tu sais cette connexion-là à l'autre, que ce soit une personne que tu as un one night avec, ben, tu as envie d'être en couple peut-être avec une ou plusieurs personnes. Est-ce qu'on est capable de tisser ce lien-là, genre, puis d'amener les jeunes à comme comprendre eux ou elles, ils sont où, tu sais, là-dedans? Je suis pas certaine. Ouais. C'est ce bout-là que j'ai hâte de voir, Kim. Bien, c'est aussi l'objectif de l'étude, Ouais. la recherche-action que vous faites, de faire Tout des à fait. recommandations Oui. et de porter ces enjeux-là aux personnes qui travaillent à le mettre à jour, ce programme-là, fait. qui, Ouais. qui est en évolution. D'ailleurs, on demande toujours à avoir une place au comité, dans le fond. Bien, surtout les jeunes. Estelle Cazolet, on peut t'entendre aussi dans le balado SEGS Ouais. que tu as animé avec ta collègue Julie Lemay. C'est sur l'éducation à la sexualité pour les jeunes de la diversité sexuelle de genre. J'ai beaucoup aimé, c'est super accessible. Il y a aussi l'excellent projet de capsule Rêve ton futur des trois sexes. Un autre projet là, magnifique, c'est disponible sur YouTube. Et vous faites aussi, je pense, en ce moment, un appel de témoignage candidature pour le projet En fait, je suis bi. Oui, Qu'est-ce que exact. c'est, ça? Ben, dans le fond, c'est une membre de Les Trois Sexes parce que nos membres bénévoles ont le droit de nous amener puis nous arriver avec des projets, dans le fond. Puis l'idée, c'est vraiment de visibiliser la bisexualité dans sa pluralité de vécu et d'expérience. Donc, actuellement, on a lancé un formulaire, dans le fond, d'inscription pour justement laisser les gens s'exprimer, porter leur voix. Ça va être probablement sous forme de capsule où on partage justement des expériences personnelles, on partage des enjeux, mais on partage aussi la beauté de la bisexualité. Fait qu'on va mettre ça tout en place, puis j'ai vraiment hâte de voir. Puis la communauté bisexuelle, moi, j'avais été étonné dans des études qui sont sorties au printemps, mais quand il y a des sondages dans la population sur les communautés LGBTQ+, bien, en fait, les gens bisexuels, c'est le groupe le plus important au sein des diversités LGBTQ+, ouais. et pourtant longtemps oublié ou invisibilisé. Ouais, tout à fait. Donc, je pense que le formulaire est disponible sur le site Internet des Oui, Trois Sexes. tout à fait. C'est actuellement parce que lundi, dans le fond, le formulaire a été lancé lundi parce que c'était la journée de la visibilité bisexuelle. Tout est dans tout. Exact. Tous est dans tout. Tous est dans tout. Oui, c'est ça, pardon. exact. Merci Estelle de ta venue à l'émission. Merci Kim. Voici maintenant un résumé des nouvelles nationales et internationales. L'attente tire à sa fin pour les personnes qui ont demandé le marqueur X sur leur carte d'assurance maladie au Québec. La RAMQ commencera à émettre de nouvelles cartes le 10 octobre. Elle a reçu plus de 600 demandes jusqu'à maintenant. Toutes les personnes concernées recevront une lettre au cours des prochains jours là, pour les aviser des prochaines étapes. Les corrections seront gratuites, sauf s'il y a un renouvellement de la photo, là, dans quel cas les frais standards seront appliqués.
Une nouvelle vague de manifestations anti-LGBTQ+ a eu lieu d'un bout à l'autre du pays vendredi le 20 septembre dernier. Le groupe 1 Million March for Children a organisé des rassemblements dans une soixantaine de villes pour dénoncer l'éducation à la sexualité dans les écoles. À Montréal, le groupe organisateur Ensemble pour protéger nos enfants a demandé la suspension du nouveau cours Culture et citoyenneté québécoise qui, selon le groupe, est imprégné de l'idéologie du genre. Quelques centaines de contre-manifestants se sont rendus sur place, selon le média Pivot, qui était sur place et qui rapporte également une intervention musclée de la police envers les contre-manifestants. Et puis en Thaïlande, un pas de plus a été franchi vers le mariage homosexuel. Le roi a promulgué cette semaine la loi qui avait été adoptée par le Parlement en juin dernier. C'est une étape formelle mais cruciale pour la mise en œuvre de la loi prévue en janvier prochain. La nouvelle législation remplace les termes genrés de l'ancienne loi par des mots inclusifs comme individus et partenaires de mariage. Elle assure également aux couples homosexuels les mêmes droits qu'aux couples hétérosexuels en matière d'adoption et d'héritage. Petit complément d'information également, en fait, c'est une invitation. L'organisme JAG, qui est basé en Montérégie, vous invite à une table ronde sur la montée de la haine anti-LGBTQ+. Elle aura lieu demain, jeudi le 26 septembre, de 17h à 19h en format hybride, donc autant en présentiel à Montréal que sur Zoom. C'est organisé dans le cadre de la 10e édition des Journées de la paix et toutes les informations sont sur la page Facebook du JAG. Mon prochain invité a publié 3 romans, Coco, prix Robert Clich du premier roman, Good Boy, prix du roman gay, et Daddy, ainsi qu'une nouvelle, La femme à refaire le monde. Antoine Charbonneau-Demers puise dans son vécu pour aborder des thèmes comme la soumission. Mais dans sa dernière création, Mon serviteur, il est passé de l'autre côté du spectre, explorer la domination, en tout cas, ou du moins tenter d'expérimenter. Antoine, bonsoir. Bonsoir. Donc, ton spectacle Performance est présenté ces jours-ci à La Chapelle. C'est jusqu'à vendredi 27 septembre. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de la genèse derrière la création de ce spectacle? Oui, alors le Théâtre La Chapelle m'a invité à faire quelque chose entre leurs murs il y a déjà 4 ans. Et puis, je ne savais pas exactement ce que j'allais faire. Puis, il y a eu un moment dans ma vie où j'avais l'impression d'être une personne trop soumise, pas nécessairement sexuellement, mais dans ma vie, amicalement, amoureusement, au travail, dans mes relations avec les autres, même soumis par rapport à mes ambitions ou à mes idées. Et donc, il y a un de mes lecteurs qui m'a écrit pour m'offrir d'être mon serviteur. Qui m'a dit, bon, je t'admire depuis longtemps, j'ai lu tes affaires, je suis en admiration devant toi, j'aimerais te servir, aller chez toi, être ton domestique. Ça m'avait touché, puis impressionné que ça existe, parce que c'était pas quelque chose que je connaissais. J'ai rencontré cette personne et c'est de là qu'est née l'idée de la pièce. Je me suis dit, OK, bon, en rencontrant cette personne, déjà, ça n'a pas été facile pour moi d'avoir quelqu'un à 4 pattes chez soi puis de ne pas savoir quoi lui faire faire parce que j'avais comme pas ça en moi. Mais je voulais le trouver. Je pensais que dans la domination, je trouverais comme le remède à mon état, à mon insatisfaction, finalement. Mais donc, je me suis dit, OK, si ça ne peut pas se passer dans ma vie, peut-être que ça pourrait se passer sur scène. Donc, j'ai demandé à cette personne, serais-tu game de venir avec moi sur scène? Puis, voilà. En bon serviteur, il a dit oui. Oui, il a dit oui. Justement, bon, tu as beaucoup abordé la soumission dans tes œuvres. Je pense que c'est ce qui a interpellé ce lecteur qui t'a écrit. Mm-hmm. Comment, toi, tu l'as défini, la soumission? Alors, c'est très compliqué parce que je pense que après ma barre, on pense au jeu BDSM. Mais pour moi, c'était un inconfort où c'était comme ma nature que j'arrivais pas à embrasser, que je n'aimais pas. J'avais l'impression qu'il y avait cette injonction de devoir être maître de sa vie, tu sais. Pour être une personne qui réussit, pour être une personne heureuse, il faut avoir le contrôle sur sa vie. Et moi, j'avais pas l'impression de l'avoir. J'avais l'impression que c'était une défaillance. Alors, j'ai voulu la corriger. Donc,
la soumission, c'était, oui, pour moi, quelque chose de presque aussi poétique, de comme quelque chose que je devais m'arracher. Et la rencontre avec cette personne qui était plus soumise que moi m'a vraiment déstabilisé, puis m'a fait comprendre que, OK, peut-être c'est simplement ma nature, puis je dois l'embrasser. Est-ce qu'on peut... La grosse question de la pièce et de mon travail, ma démarche, c'était est-ce qu'on peut changer sa nature? Ou en tout cas, est-ce que c'est en se faisant violence qu'elle va changer? Je pense que peut-être non, en tout cas, là où j'en suis dans ma réflexion, mais peut-être oui. Puis ton spectacle s'appelle Mon serviteur et non pas Mon soumis. Est-ce qu'il y a une différence pour toi entre la soumission, la servitude? Alors, oui, je pense. Servitude, on pense à rendre service. Soumission, je pense plus à comme à un état ou à peut-être même un trait de personnalité. Parce que, justement, dans cette relation-là, ce qui se passe avec mon serviteur, c'est que, finalement, je cherche à le combler dans ses désirs d'être soumis. Et donc, c'est lui, finalement, qui, qui mène parce que je n'arrive pas à lui donner vraiment ce qu'il veut. C'est lui qui a des demandes. Donc, c'est comme s'il était à mon service, mais c'était moi quand même la personne soumise. Donc, je pense que la différence est comme là, peut-être. Bien, justement, en fait, je passe à l'autre bout du spectre, la domination, que tu as essayé de te poser dans cette posture-là, mais là, finalement, tu réalises que tu es encore un peu au service de ton serviteur. Oui. Comment tu la définis après cette expérience-là, la domination? Ah ben, je la connais pas. J'ai pas réussi à y toucher. J'ai voulu tellement l'incarner, puis c'était tellement pas en moi. Tellement que j'avais même du mal à comprendre comment ça se pouvait, comment on arrivait là. J'ai toujours eu comme une espèce d'admiration pour la domination. Je me disais, j'aurais même aimé être méchant. Je sais que ça n'a pas rapport, mais pour moi, c'était un fantasme. La domination, c'était un fantasme. C'était comme, j'aimerais recruter ça en moi, oui, même la méchanceté ou l'autorité. J'ai associé ça aussi comme à quelque chose de peut-être même négatif. Il y a tout ça qui se confondait. Ça n'a jamais été clair, ça n'a jamais été... on en parlait justement, tu sais, je sais que dans la communauté BDSM, c'est très régulé, c'est très... codifié, il y a des règles. Oui, c'est ça pour le bien-être de tout le monde. Mais quand on n'a pas ces codes-là, quand on n'a pas ce vocabulaire-là, quand on n'y connaît rien, on plonge là-dedans, c'est vertigineux, c'est dangereux, c'est pas toujours bon. Mais justement, est-ce que de cette expérience-là, tu en as appris des choses quand même? Parce que tu dis que c'était comme un peu plus une forme d'échec, tu n'as pas réussi, ouais. Mais est-ce que tu as réalisé des choses? Est-ce que tu as appris des choses quand même? Oui, j'ai appris des choses sur moi. J'ai appris... J'apprends encore chaque soir parce que ça se passe sur scène. Donc, mon serviteur est dans ma loge, puis il y a aussi mon père qui vient chanter avec moi à la fin de la pièce. Puis donc, juste ces deux personnes-là se parlent. Puis je les entends parler là, de leur journée, de leur travail, dans la loge, pendant que moi, je suis en train de préparer mes accessoires. Puis là, c'est extrêmement inconfortable, mais voilà, j'apprends à dealer avec ça. Puis là, je suis là, je le remercie, mon serviteur d'être là. Puis lui, ça le rend ça inconfortable parce que lui, il voudrait que je l'oblige à faire certaines choses. Moi, j'ai l'initiative de justement préparer mes accessoires dans la loge, laver mes costumes le soir après la représentation. Lui préférerait que je lui demande de faire ça, mais je suis mal à l'aise. Donc, l'apprentissage n'est pas terminé. Au niveau des limites, est-ce que ça t'a enseigné quelque chose sur tes propres limites? Oui, ben, je pense que ça m'a... Je ne sais pas si ça a rapport avec cette expérience-là, mais c'est sûr que dans cette idée de guérison par rapport à mon insatisfaction avec la soumission, c'est que je me suis rendu compte avec les années que, OK, on a le droit d'être soumis. C'est pas une chose mauvaise. C'est pas un défaut de fabrication. Mais simplement, justement, quand on sait qu'on peut mettre des limites, là, ça change tout. Donc, peut-être que c'est de là que venait mon inconfort ou ma frustration avec le fait d'être soumis, c'est que j'arrivais pas, en fait, à mettre mes limites. Et de voir quelqu'un comme ça, qui est à mes pieds, qui réussit à faire ses demandes, à les exprimer, oui, ses limites, ça m'a fait comprendre que, OK, on peut aller très loin dans la soumission tout en étant confortable. Parce que tu as vécu des blessures là, en étant dans des relations où tu étais oui, la personne soumise. Là. Absolument. C'est pas pour rien que j'ai voulu m'en guérir. C'est parce que je me suis tellement laissé
j'ai tellement été à la merci de tout le monde. J'avais l'impression d'appartenir à tout le monde. Je dis dans le spectacle aussi, à un moment donné, c'est comme j'appartiens à n'importe qui. Donc, oui, ça a été extrêmement blessant, extrêmement douloureux. Ça m'a mené vraiment à toucher le fond. Donc, oui, l'apprentissage est là. C'était pas ma nature qui était défaillante, c'était apprendre à dealer avec. Et justement, tu as parlé de la communauté BDSM où on valorise beaucoup la communication, déterminer des safe words qu'on appelle, de parler des limites avant, mais aussi la notion de l'aftercare. Donc, Oui. ensuite, parler comment tu as vécu ça, est-ce qu'il faut ajuster, est-ce que, et donc, dans cette communauté-là, étant donné que les limites sont encouragées à être nommées, il y a certaines personnes qui pourraient dire, bon, mais dans le fond, la personne soumise, n'est pas vraiment soumise, c'est elle qui détermine ses limites. Donc, elle exerce encore un certain... En fait, c'est elle qui exerce le contrôle suprême en mettant ses limites. Est-ce que quand tu entends cette vision-là de la chose, est-ce que ça vient te chercher? Comment tu reçois ça, cette perspective-là sur la dynamique d'homme-sub? Tu vois, c'est hyper intéressant parce que il y avait avec cette personne-là, justement, qui est mon serviteur sur la scène, cette idée qu'il ne fallait pas que ce soit un jeu. Donc, c'était pas discuté, ça, la notion tellement de limite ou de... Il n'y avait pas comme de time-out, parce que sinon, c'est comme si tout ça, c'était juste un jeu, donc ça avait plus de valeur. Et encore, je reviens là-dessus, cette communauté-là, oui, elle existe, et ça a l'air fascinant et merveilleux, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on joue à ce jeu ou parce qu'on est dans ces dynamiques-là, on en fait partie. Et... ça, c'est aussi très important, c'est que c'est soumission-domination, ça peut être très sain, mais pas nécessairement. Et donc, à partir des apprentissages que tu as faits et que tu fais encore, donc, est-ce que déjà, toi, tu t'es, je ne veux pas dire fait un plan d'action, là, mais comment tu comptes utiliser le bagage que tu es allé chercher dans cette expérience-là pour continuer à explorer ta nature soumise? Bien, c'est sûr que l'art, pour moi, est toujours un peu la solution. Là, je me suis remis à la création, tu sais, grâce à cet événement dans ma vie. Je sais pas, je sais pas ce que je vais faire avec ça. Je sais C'est encore pas en gestation, c'est encore en digestion. gestation. C'est ce que j'aime d'ailleurs du théâtre, c'est que chaque soir c'est différent parce que j'ai le nez en plein dedans là. On n'est pas dans, c'est pas digéré encore. C'est aussi j'ai envie de dire aussi, c'est pas tellement mon travail. À ce moment-ci du processus, c'est pour ça que je le fais devant les gens. J'aime tellement savoir qu'est-ce que les gens en ont pensé, comment ils se sont sentis, d'assister à ça, parce que c'est finalement un peu tout le monde qui a plus la réponse que moi, de voir ça, de se demander, de voir comment je me sens, comment j'évolue. Moi, j'ai pas encore pris de recul, puis j'ai pas intellectualisé non plus la chose encore. Je travaille pas de façon intellectuelle, donc j'ai pas de réponse et c'est ça qui m'intéresse. Parlons-en du public. Oui. Moi, j'y étais lundi soir Oui. à ta pièce. Et comme tu l'as dit, on te voit là, promener ton serviteur avec la laisse. Et j'ai remarqué que ça a provoqué des rires dans la salle. Oui. Comment, toi, tu reçois le fait... Parce que, tu sais, à la base, c'est quand même touché là, comme dynamique. Ah oui. Puis là, les gens, ils rient. Comment tu le reçois? Bon, je suis habitué là, parce que ça, c'est un peu l'histoire de ma vie. Là. Moi, depuis que j'écris, j'ai toujours l'impression de dévoiler les pires affaires. Tu sais, là, je parle toujours, tu sais, dans tous mes livres, il y a comme ma mère qui est morte, puis tu sais, je parle des pires horreurs de ma vie, et puis les gens m'écrivent sur Instagram, sont comme « j'ai ri ». Fait que j'ai fini par m'habituer. Je pense que c'est encore plus drôle. Tu sais, en théâtre, justement, là, la meilleure façon de jouer la comédie, c'est de le faire sérieusement. Là. Fait que je pense que c'est ce qui rend ça encore plus drôle, puis peut-être que comme aussi... l'idée les émotions font en sorte qu'on les libère parfois en riant. Tant mieux si c'est drôle, parce que aussi, les tragédies sont drôles. Puis, je pense qu'il y a quelque chose de très drôle dans l'idée qu'il y a mon serviteur, très soumis, plus soumis que je suis dominant, c'est moi qui le tiens avec sa laisse, mais c'est moi qui est au bout de la laisse, là, parce que c'est lui qui veut ça. Moi, je ne sais pas quoi en faire. Je ne veux pas lui faire mal au cou. C'est très, très inconfortable. Puis il y a ce moment-là que chaque soir, j'improvise où il arrive à mes pieds, je ne sais pas quoi faire. Puis le public me voit chercher parce que là, c'est comme j'y mets mon pied d'en face. Ça me tente pas. Puis, donc, je pense que c'est drôle.
Oui. Tu sais, Le rire est c'est aussi un mécanisme de défense, Oui, des fois aussi, ben quand on oui, n'est pas ben habitué oui, d'être ben oui, exposé à ben oui. certaines choses. Je ne veux pas vendre de punch, mais dans les débuts de la pièce, tu fais une métaphore entre la soumission et le conte de fées. Oui. Tu parles d'ailleurs de ton enfance. Uh-huh. À 30 ans, je dévoile ton âge, je m'excuse, Ben mais non, si je t'en tu prie. l'as dit dans ton spectacle. Quel regard tu poses sur toutes ces histoires qui ont façonné notre enfance? Ben, encore une fois, j'ai pas tant intellectualisé ça, mais je remarque que c'est vraiment fondateur. Tu sais, Cendrillon était mon film préféré, c'était La Servante, c'était le personnage auquel je m'identifiais. Quand j'étais petit, je m'habillais, tu sais, je déchirais les vêtements de ma mère, je m'habillais avec, j'allais dans le poêle à bois, je me prenais la suie, je me le mettais dessus, puis la nuit, je me levais de mon lit, j'allais me coucher au bord du poêle à bois parce que je voulais être comme Cendrillon. Mes parents ont toujours été très à l'aise avec ça. C'était cool que mon père, il me prenait, il me ramenait dans mon lit, tu sais, qu'il soit à l'aise avec le fait que je joue, mettons, à la fille. Sans jugement. Sans jugement, mais il y avait quelque chose dans l'idée du servage, d'être la servante, que je pense que j'aurais voulu. C'est un souhait que comme j'ai aujourd'hui, ou que peut-être on m'invite à jouer à des jeux plus joyeux, c'est ce que je dis dans la pièce. Mais c'est donc très fondateur pour moi de... J'ai regardé pour la pièce parce que, bon, il y a des extraits du film dans la pièce, puis j'ai revu le film que j'avais pas vu, bon, depuis quelques années, puis de me dire à Cendrillon, c'est vraiment le personnage le moins bien développé, le moins intéressant, mais pourtant, encore aujourd'hui, celui auquel je m'identifie le plus parce que c'est la servante. Puis ça s'explique. Il n'y a même pas de courbe dans son personnage. Elle apprend rien. C'est la victime, c'est la personne belle. Puis après, je regarde mes livres, je regarde ce que je fais, puis c'est la même chose. C'est fondateur. Après, je sais pas je peux pas dire c'est bien ou c'est mal, parce qu'après, tu vois, ça me nourrit tellement, ça m'enchante encore. J'ai les yeux pleins d'étoiles quand je vois Cendrillon, puis ça me permet de bouger dans le monde. Donc, je peux pas dire, ça aurait dû être autrement. Mais c'est quand même très intéressant de regarder ça puis de l'observer. Et tu parles de la famille parce que ton père, en tout cas du moins, a toujours été là. Oui, et est encore là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je le fais venir dans le spectacle. Bon, c'est peut-être un punch, mais malgré tout ce qui arrive, les gens qui nous aiment souvent sont encore là. Moi, avec l'écriture, j'ai perdu beaucoup de gens que j'aimais parce que j'ai parlé d'eux. Puis mon père, malgré tout ce que j'ai pu dire ou malgré toute la vulnérabilité que j'ai exprimée, a toujours été là, sans jugement. Là, il est dans la loge avec mon serviteur. Là, Oui. Je pense qu'il y a une belle naïveté aussi, quand mais même. oui, là. c'est tout un clash. Ouais. J'ai cette chance. En terminant, pourquoi le théâtre plutôt que le livre? Parce que tu disais tout à l'heure que tu t'es éloigné de la scène pendant un moment, tu y es revenu. Est-ce que c'est quelque chose vers lequel ça pourrait évoluer, ce projet-là? Oui, ça se peut. C'est sûr que le théâtre, ça arrive à cause de cette œuvre-là, mais aussi à cause d'où j'en suis dans ma vie. C'est-à-dire que je suis acteur de formation, mais j'ai pris mes distances avec ça parce que j'ai manqué de confiance en moi. J'ai vraiment eu comme un dégoût de la scène. J'avais pas envie de jouer des personnages. Souvent, au conservatoire, on nous demande de jouer des hommes, des papas, là, tu sais. J'ai eu ça m'a comme dégoûté. Puis là, de me réapproprier un peu le jeu, de faire comme, OK, je vais jouer une servante. Tu sais, finalement, c'est ce que j'ai envie de faire. Puis, puisque aussi, avec ce projet-là, je n'étais pas arrivé au bout de ma réflexion, je trouvais que le théâtre, c'était le meilleur moyen de faire comme, OK, je vais y aller devant les gens, je vais le vivre avec les gens pour voir ce que ça donne. Donc, peut-être que c'est le début de quelque chose, mais je ne sais pas encore. C'est encore en cours, Oui. le processus. Oui. Voilà. Antoine Charbonneau-Demers, merci beaucoup pour ton témoignage Merci à très, toi. très, très authentique. Et puis, nous, on prend une petite pause musicale pour faire le changement des invités et on vous revient tout de suite après.
Toute l'équipe est vraiment très heureuse de vous revenir pour une deuxième année, mais je ne vous cacherai pas que notre média a besoin de vous, auditeuristes, pour s'assurer que tous puissent se poursuivre au-delà de la saison d'automne. Alors, comment vous pouvez nous aider? Eh bien, d'abord, en parlant de nous à votre entourage. Plus on sera écouté, eh bien, plus ça va augmenter nos chances de sécuriser le financement nécessaire à la poursuite de nos activités. Alors, go, 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 à vos textos, à vos courriels. Invitez votre famille, vos amis, vos collègues à s'abonner à notre infolettre, entre autres. Et puis, comme Meta bloque maintenant nos comptes Instagram et Facebook en représailles à la loi sur les nouvelles en ligne, je vous invite à vous abonner à mon compte personnel sur ces deux plateformes, qui est Roy Grenier. C'est à partir de là que je vais maintenant partager du contenu. Et je vous rappelle également qu'on est sur TikTok et YouTube. Si tout le monde recrute 3 personnes, eh bien, on va atteindre notre objectif d'ici Noël. Alors, on compte sur vous. Mais surtout, on vous remercie à l'avance pour cet effort collectif. Vous pouvez vous installer. J'ai un autre petit message à faire. Je vais en profiter pendant que vous vous installez. Parlant de travail d'équipe, donc, il y a notre collègue Mélodie Noël Rousseau qui est bien occupée cet automne. On va la retrouver à notre micro en novembre. Et si elle est si occupée, c'est parce qu'elle et sa conjointe, Geneviève Labelle, ont fait la mise en scène de la pièce Moi, Jeanne, présentée au théâtre Espace Go. Ça a pris l'affiche hier. J'y étais. C'est une relecture queer de l'histoire de Jeanne d'Arc. En fait, la pièce rejette l'idée que l'histoire de cette femme a été racontée et donc fixée à travers le temps par des hommes. Alors, Jeanne d'Arc, c'est pas elle, c'est Yel. Et c'est un texte de l'auteuriste britannique non-binaire Charlie Josephine qui est traduit par Sarah Biertaume. Alors, comme je le disais, j'y étais hier soir, on reconnaît tout de suite la signature de leur compagnie de théâtre, Pleurer dans la douche. C'est dynamique, c'est vivant, c'est le gros party. Geneviève Labelle, qui incarne Jeanne d'Arc, donc, a vraiment su captiver le public, tout comme son collègue qui interprète le dauphin. Vraiment, en tout cas, les spectateurs, les spectatrices dans la salle étaient très, très, très into it, comme on dit en mauvais français. C'est jusqu'au 20 octobre, alors il y a encore plein de dates devant vous pour y aller. Ça s'appelle Moi, Jeanne, et c'est à l'Espace Go. Notre prochain invité, Jean-François Quesnel, est comédien et metteur en scène. Il a lancé sa propre compagnie théâtrale, Ensemble, en 2018. C'est un collectif LGBTQ+, et allié qui produit des scènes à thématique queer. Il a d'ailleurs travaillé à mettre en scène plusieurs œuvres de Michel Tremblay, comme Hosanna ou encore Les Anciennes Odeurs. Il a aussi été directeur de casting pour le film Solo. Bonsoir, Jean-François. Allô. Est-ce que tu peux te décrire physiquement et nous partager tes pronoms? OK. Physiquement? Ben oui. Oui. Tu peux aller où tu veux. Ce n'est pas une question piège, là. Bon. Je suis un gars bien normal, au fait. 5 pieds 10, 140, 170. Hey, 170. Oui, je suis pas habitué Personne ne va le savoir. Tu peux dire 140, là. C'est il. Pardon? C'est il. C'est il. Parfait, merci. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi faire partie des communautés LGBTQ+? Faire partie, écoute, c'est un grand mot, c'est large pour moi. C'est-à-dire que j'ai toujours fait ma petite affaire, mais j'ai toujours inclus tout le monde. Alors pour moi, c'est pour ça que je voulais justement partager ça avec la communauté LGBTQIA. Mais de là à m'inclure dans tout, peut-être pas. Avant de te lancer dans le théâtre, on va t'amener un petit peu plus loin dans ta vie. Peut-être qu'il y a des gens qui connaissent moins cette époque-là également, de ton parcours. Celle qui précède la création de ta compagnie de théâtre. Dans la vingtaine, tu as lancé un organisme communautaire qui s'appelle Phase 2. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que c'était quelque part aussi une autre manière pour toi de t'inclure, de t'investir pour l'inclusion et la diversité. Oui, je pense que ça partait d'un besoin personnel, au fait. Je veux dire, j'ai eu une enfance quand même assez tumultueuse. Mon père est gay, je suis gay aussi. Ça a été vraiment difficile, là. La situation familiale, c'était dysfonctionnel et tout ça. Puis, arrivé à Montréal, c'est ça. J'ai vécu des choses avec mon père. Puis c'est à peu près au même moment, je te dirais, là, que j'ai décidé de fonder cet organisme-là pour les hommes gays bisexuels de Montréal. Puis ça a connu un succès que je ne m'attendais pas. Au fait, les gens sont venus en grand nombre. Puis je pense qu'il y avait comme un grand besoin parce que les gens
c'est ça, venaient participer. C'était des rencontres de discussion. Puis on faisait aussi des activités pour les hommes gays et bisexuels de Montréal. Ça a duré quelques années. Puis à la toute fin, malheureusement, il n'y a pas personne qui a voulu reprendre la charge de l'organisme. Alors, C'est beaucoup de job, hein? oui, c'est beaucoup de travail. Bien, quand tu veux que ça soit bien fait, oui. Ouais. Quand tu veux que ça soit bien fait, puis que les gens, bien, ils trouvent quelque chose, justement. Puis moi, c'était une façon pour moi, puis pour eux aussi, je pense que de s'évader des problèmes quotidiens, simplement, tu sais, puis d'avoir un endroit où ils pouvaient se sentir eux-mêmes, tout simplement. Tu sais. Briser l'isolement. Tout à fait. Bien, tout comme moi, c'est ça. Alors, ensuite de ça, bon, tu es parti en voyage et à ton retour, tu as créé Ensemble. C'était en 2018, c'est ça? Oui. Ça fait 6 ans cette année. Absolument. Donc, peut-être que les gens connaissent aussi la compagnie sous le nom Les Productions Jean-François Quesnel. Je pense sur Facebook, entre autres, c'est ça le nom du Oui, groupe. c'est la même chose. Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi de dire, hey, j'ai envie de fonder ma compagnie de théâtre? Au fait, j'ai rencontré ma meilleure amie qui est metteur en scène et aussi comédienne, Michel Macaigne, qui m'a recruté pour un rôle dans sa production, Les Voisins, une pièce québécoise, puis tout ça. Puis, en fait, j'ai vécu une belle expérience avec elle, mais selon moi, la compagnie, justement, manquait d'inclusion. Puis d'accessibilité, justement, pour les gens. Puis je me sentais pas tellement à ma place. Sinon, elle faisait un bon travail, puis elle était accueillante avec moi et tout ça. Puis je me suis dit, ben pourquoi que je ne fonderais pas ma propre compagnie? Puis c'est parti de là. Puis au fait, elle m'a suivi. Elle m'a suivi, puis elle fait partie aussi de la communauté. Alors, elle a décidé de me suivre dans ce projet-là, puis elle est toujours avec moi aujourd'hui. On fait justement une pièce là, actuellement, Tom à la ferme, là, qui va avoir lieu au mois de novembre. Puis elle est comédienne dans la pièce. Alors, Et comment, quand tu as fait l'idéation de ta compagnie, qu'est-ce que tu t'es dit que tu allais mettre en place pour justement être plus inclusif? la diversité. Pour moi, les êtres humains, c'est tout le monde est égaux. Alors, pour moi, je vois pas de différence dans mes relations interpersonnelles, que ce soit avec n'importe qui, au fait. Puis c'est ça que je voulais créer au tout début. Alors, avoir vraiment une diversité qui me représentait, puis qui me faisait du bien, tout simplement, qui représentait aussi ma vie de tous les jours. Donc, dans le choix des pièces, dans le casting aussi, est-ce que ça s'exprime, est-ce que ça se traduit au niveau de la sélection des comédiens, comédiennes? Ah oui, tout à fait. Il faut qu'il y ait une diversité. Il faut vraiment que tout le monde puisse se sentir représenté. Puis, pour moi, c'était pas un problème qu'une femme trans puisse faire un rôle de femme ou quoi que ce soit. Tu sais, dès le début, là, c'était comme ça. Puis, au fait, c'est toujours ça aussi. Puis là, j'essaie de plus en plus d'inclure différentes personnes. Alors, que ce soit mon conjoint qui est là. Les personnes sourdes et tout ça, les personnes qui sont en situation de handicap. Pour moi, c'est ça. Ça fait partie aussi de cette diversité-là que j'ai inclus dans mes projets. Donc, pour les gens qui nous écoutent en audio, Benjamin, qui est assis juste à côté, parce que ce sera notre prochain invité, humoriste invité. J'en profiterai peut-être pour te poser une petite question tout de suite, Benjamin. Comment, toi, tu as vécu cette expérience de trouver une compagnie de théâtre qui avait pour mission de t'inclure et de faire tomber les barrières liées à ta surdité? Donc, depuis le début de notre relation, depuis qu'on a commencé à se dater, on était vraiment là, obsédés. On voulait vraiment rendre la compagnie théâtrale accessible. Jean-François avait vraiment cette mission-là. Souvent, malheureusement, dans le monde du spectacle, les personnes sourdes n'ont pas d'accessibilité, il n'y a pas d'interprète. Là, tu remarques que les gens, que ce soit dans des milieux divers, oui, il y a beaucoup d'accessibilité, il y a des interprètes, certes, mais dans le monde du spectacle, il n'y en a pas. Parfois, on se rendait à des pièces de théâtre. Il n'y avait pas d'interprète sur la scène. Donc, moi, je manquais beaucoup. Là, je ne pouvais pas suivre. Il n'y avait pas d'interprète. Le but, c'était vraiment là, qu'on a discuté ensemble qu'il fallait vraiment améliorer. Oui, je suis une personne sourde, mais il n'y a pas d'interprète. Je ne peux pas entendre ce qui se dit. Je ne peux pas lire sur les lèvres non plus. Donc, Jean-François s'est donné pour mission de vraiment là, faire en sorte de déployer une accessibilité. Et on remarquait beaucoup qu'il y avait des personnes différentes dans la salle, qu'il y avait beaucoup d'obstacles selon les situations d'handicap, les personnes en chaise roulante, les personnes de la communauté LGBT. Donc, on voulait vraiment faire en sorte qu'il n'y ait pas d'embûches pour personne. On voulait vraiment pas que les gens soient séparés. On voulait briser l'isolement. On voulait vraiment faire en sorte que toutes les minorités puissent devenir une belle majorité et être ensemble.
Là, on est un couple. Moi, je suis une personne en situation... Je suis une personne sourde, donc on veut pas devoir absolument voir des spectacles différents. On veut vraiment briser les obstacles, briser les barrières, et je veux pas me sentir bloquée. Depuis que Jean-François travaille pour ça, c'est aussi un droit humain. C'est sûr que moi, ma situation là, de surdité, en fait, l'influence beaucoup. On veut vraiment pouvoir faire des sorties ensemble. On s'adapte l'un à l'autre. Nos valeurs, c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde se sente accueilli et puisse participer aux mêmes événements. Jean-François, félicitations d'abord. Mais donc, ça demande des efforts au niveau organisationnel, des choix, mais ça demande aussi, ça a un coût financier, toutes ces mesures d'inclusion-là. Comment tu décrirais en ce moment le soutien qui est offert pour toutes ces mesures d'inclusion-là dans le milieu théâtral? Moi, j'en ai aucun. Alors, c'est moi qui investis de ma propre poche pour... on a fait un spectacle dernièrement qui était Les Anciennes Odeurs. J'ai engagé 2 interprètes. Ils méritent d'être payés, ces personnes-là. C'est comme la prolongation des personnes, justement, sourdes. Alors, pour moi, c'était essentiel que, en plus que mon chum puisse y participer, et de l'argent, j'en reçois pas parce que j'ai pas de subvention pour ma compagnie théâtrale. Alors, c'est moi qui vais trouver des contrats à droite et à gauche. Je vais prendre ces sous-là, je vais investir pour justement engager des interprètes et tout ça. J'essaie le plus possible de trouver des salles qui sont accessibles, mais c'est pas toujours évident parce que les salles, c'est très dispendieux. Donc, j'y vais avec ce que je peux. Alors, des fois, c'est accessible, des fois, ça ne l'est pas. Puis comme le dernier spectacle qu'on a fait, on a reçu beaucoup de gens de la communauté sourde qui sont venus. C'était vraiment génial. Puis ils ont été très bien accueillis, puis ils l'ont senti, puis ils nous ont parlé à la fin de la pièce de théâtre. Ils sont restés pour discuter justement avec les personnes entendantes et ils s'étaient sentis très, très, très bien accueillis. On a fait ça à la Comédie de Montréal, ici, dans le village. Puis c'était accessible. Mais c'est pas tout partout comme ça. D'ailleurs, notre prochain spectacle va se faire dans une salle, malheureusement, qui n'est pas accessible. Alors, pour moi, puis la configuration de la salle ne permettait pas d'avoir des personnes, des interprètes. Alors, malheureusement, mon prochain spectacle ne pourra pas être avec accessibilité pour ces personnes-là. En même temps, l'accessibilité, elle s'exprime aussi, on disait, de différentes manières là, dans ton processus de création. Entre autres, au niveau de l'ouverture dans les auditions, tu reçois des gens qui soient UDA, pas UDA. Tu veux vraiment donner la chance à toutes les personnes. Est-ce que c'est courant, ça, dans le milieu théâtral, d'ouvrir les auditions qu'on soit UDA, pas UDA? Union des artistes pour... Oui, l'Union des artistes. C'est-à-dire que moi, j'ai un projet qui m'a mis sur le niveau professionnel, Hosanna. Hosanna de Michel Tremblay, évidemment, qui a été salué par lui-même. Il est venu voir le spectacle, il l'a nommé comme l'une des meilleures productions de tous les temps de son œuvre. Alors, moi, j'étais un peu avec le syndrome de l'imposteur parce que j'ai pas fait des écoles de théâtre. J'ai juste l'âme artistique, au fait, depuis toujours. Ma mère chanteuse, mon père danseur. J'étais dans les écoles de théâtre étant jeune. Mais plus vieux, j'ai pas fait les écoles de théâtre. Alors, comme je vous dis, c'est vraiment une amie qui m'a donné la chance de revenir au théâtre. Et là, avec ce succès-là, que moi, je ne m'attendais pas, avec cette pièce-là, qui roule depuis 4 ans. En fait, on fait notre dernière représentation le 9 octobre prochain, après 4 ans de Hosanna. C'est avec Marc-André Leclerc, Marc-André Leclerc, qui est drag queen aussi au Cabaret Mado. Tracy Trash, qui est un acteur extraordinaire. C'est ça, c'est notre dernière représentation. Donc, écoutez, moi, le processus d'audition, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que c'est pas la question d'être un artiste professionnel ou dit non professionnel, parce que amateur, moi, j'aime pas ce terme-là. Je recrute surtout des artistes, un mélange de toutes sortes de personnes. Oui, j'ai beaucoup de personnes UDA qui viennent auditionner pour moi, mais je veux simplement avoir des gens qui, pour eux, c'est important d'avoir une belle démarche artistique, qui vont travailler, qui vont s'approprier leur personnage, qui vont vivre sur scène aussi, puis qui vont créer des émotions, qui vont aller chercher le public, puis qui vont faire vivre toutes sortes d'émotions à monsieur et madame tout le monde. Pour moi, c'est ma priorité.
Tu disais tout à l'heure que pour toi, s'il y a un rôle d'une femme trans, tu veux que ce soit une femme trans qui l'interprète. Dans le milieu artistique, il y a quand même beaucoup de personnes qui disent, ben écoutez, aller dans les écoles de théâtre, c'est apprendre à se glisser dans la peau de l'autre. Donc, il ne devrait pas y avoir ces barrières qu'on devrait mettre par rapport à ton identité de genre et tout ça. Quand toi, tu entends ce point de vue-là, je ne sais pas si tu as eu la discussion avec de tes collègues dans le milieu, mais qu'est-ce que tu leur amènes, toi, comme point de vue pour faire valoir ton approche? Bon, en fait, je suis sur les deux tableaux parce que j'ai quand même des personnes, exemple, bon, dans ma production Ozana, mon cuirette, c'est une personne hétérosexuelle. Alors, on n'a pas de problème, justement, ce qui peut jouer un rôle gay. Mais qu'est-ce que je dirais par rapport à ça? C'est que c'est une question de réalité aussi. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai pas le vécu d'une personne trans. Je peux apprendre de ça, par contre, mais pour moi, pour moi, ça va de soi qu'à quelque part, que ça soit donné à une personne qui vit cette réalité-là, au fait. Comme je ne m'approprierais pas non plus un rôle de personne sourde. Tes pièces traitent de thématiques queer, la crise du sida à New York dans les années 80 pour un cœur normal, écrite par l'activiste homosexuel Larry Kramer. Tu as parlé de Tom à la ferme, de Michel-Marc Bouchard, qui traite d'homophobie. Comment tu les choisis, tes textes, tes pièces, parce qu'il y en a quand même pas mal dans le répertoire. Comment tu fais tes choix? Au fait, je ne suis pas un metteur en scène de comédie. Je suis pas quelqu'un qui aime vraiment l'humour, sans méchanceté. Non, c'est vrai, j'aime le drame. Je t'écoutais parler tantôt, le comédien qui était avant moi, tout ça, puis moi, c'est ça qui me touche. Il faut que ça me fasse vibrer à l'intérieur pour pouvoir vibrer avec mes comédiens puis faire vibrer le public. Alors, les comédies, personnellement, ça me fait pas vraiment vibrer. Pas que quelque part, je suis pas drôle des fois, là. Mais, non, mais c'est vrai. Mais j'aime le drame. Ça vient me toucher probablement parce que, justement, j'ai eu une enfance plus dysfonctionnelle. Alors, j'ai besoin de vivre des émotions. Tu sais, quand tu parlais de Sophie Dupuis tantôt, ben, on était allé passer un après-midi au parc à un moment donné, puis on s'est dit que nous, ben, on faisait des trucs qui nous faisaient brailler, puis on avait besoin de ça. Puis c'est un peu pour ça qu'elle est venue me chercher aussi. Tu sais. Sophie Dupuis, la réalisatrice du film Solo, pour lequel tu es directeur de casting. Ouais. Alors, il y a des productions qui s'en viennent te parler de Tom à la ferme. C'est en novembre? Oui, 21, 22, 23 novembre au théâtre Mainline sur le boulevard Saint-Laurent. Et Ozana, ça tire à sa fin. Il reste au moins une représentation en octobre. Le 9 octobre au Cabaret BMO de Sainte-Thérèse. Et puis, si on se projette plus loin dans le temps, en avril, l'année prochaine, tu vas travailler avec la Maison de la Culture Frontenac. Qu'est-ce que c'est, ce projet? Au fait, ils sont venus me voir puis ils m'ont offert un poste de directeur artistique pour un cabaret queer. Lors d'une soirée, puis tout ça, et qui va inclure justement toute la belle diversité. Alors, mon objectif, c'est vraiment de respecter ce mandat-là, d'accueillir des gens de tous les âges, de tous les genres, de toute la diversité culturelle, de la diversité aussi des personnes en situation de handicap. Alors, ça va être mon tableau que je veux créer avec toute cette belle diversité-là, au fait. Donc, beaucoup de travail sur la planche au cours des prochains mois. Il paraît. Jean-François Quesnel, merci beaucoup. Je t'invite à rester parce qu'on s'en va justement vers ton conjoint Benjamin dans quelques secondes. Yeah. Benjamin Alain Vaillant est intervenant au Réseau de la santé sexuelle des sourds du Québec. J'en profite pour faire un gros merci au RSSSQ qui finance l'interprétation en langue des signes québécoise pour notre saison d'automne. Merci beaucoup. Je sais qu'Éric est dans la salle, je pense. Merci, Éric. Alors, Benjamin, on le reçoit cette semaine, toutefois, en tant qu'humoriste invité. Il a présenté un numéro au festival Minifest en juin dernier et il a fait fureur. Alors, il récidive cette semaine avec une chronique humoristique en langue des signes québécoise. Bonsoir, Benjamin. Bonsoir. Est-ce que tu peux te décrire physiquement et nous partager tes pronoms? Oui, donc mon nom est Benjamin. Mon signe est celui-ci. C'est vraiment parce que j'ai une mèche blanche. Mon pronom, c'est « il ». Et je suis, en fait, une personne queer qui prend part à la communauté puisque c'est vraiment une famille choisie qui représente beaucoup ma personnalité et mon identité. Mon pronom, c'est il, je répète. Et ce soir, je porte une chemise
verte avec une petite camisole blanche dans laquelle je me sens très bien. C'est une attitude que je voulais revêtre ce soir, avec des jeans très, très simples. Je suis habillée très simplement ce soir. Alors, on t'avait déjà reçu à l'émission pour que tu puisses nous parler de ton travail au Réseau de la santé sexuelle des sourds du Québec. Moi, j'ai appris donc dans les derniers mois que tu as fait tes premiers pas en humour. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans ce défi? En fait, là, j'avais participé à plusieurs ateliers de drague. Et puis, vraiment, ça m'a vraiment fait apprendre beaucoup sur moi. Là. Je suis vraiment comme un comédien. J'ai beaucoup expérimenté d'expériences quant à ça. Et j'ai décidé de transformer cette anecdote-là en numéro d'humour. Et puis, ça a vraiment bien fonctionné. Les gens ont vraiment aimé. Donc, c'est l'histoire, c'est mon parcours de drague que j'ai transformé en numéro d'humour. Ça a super bien été. Est-ce que tu avais des modèles en humour, que ce soit bon, dans l'univers humoristique au Québec en général ou dans le milieu LSQ? Non, non. Moi-même, vraiment, là, je puise mes idées de moi-même. C'est vraiment puiser de ma langue et je suis très inspirée. Mes parents sont sourds. Je suis une personne CODA, Children of Deaf Adult. Donc, ça fait vraiment partie de moi, là, l'expérience sourde et la langue des signes. Ça fait vraiment partie de mon caractère. On me mentionne aussi que j'ai un comportement très humoristique. Je suis très théâtrale aussi. Là. J'exagère beaucoup mes émotions. Puis les gens me regardent aller, puis ils sont comme hey, « ça n'a pas d'allure, t'es drôle. Faut vraiment que tu utilises ça. T'as vraiment un caractère humoristique. » Ça fait vraiment partie de moi depuis que je suis grand. Depuis que je suis tout petit, pardon. J'aime vraiment blaguer avec les gens. J'aime vraiment faire des blagues. Pendant les études aussi, souvent, là, je faisais tout le temps des blagues. Je puise dans mon imagination, je vais vraiment chercher différents sujets et j'exagère tout. Là. Ça fait vraiment partie de moi depuis que je suis tout petit. Et je suis vraiment là, je suis une personne sourde, donc le visuel est très important. Je suis vraiment un artiste visuel aussi, donc voilà, mon modèle, en fait, ça vient tout de moi. Jean-François, est-ce que tu confirmes que Benjamin est très expressif? Oh oui, très, très. Benjamin, est-ce que tu Oui, dirais... Benjamin est très tannant. Oui. Benjamin, est-ce que tu dirais qu'il y a un aspect particulier à l'humour en LSQ? Certainement, oui, vraiment. En fait, en français, comment on s'exprime, il faut vraiment suivre une certaine syntaxe. En LSQ, c'est plus drôle, j'ai l'impression, l'humour est vraiment différent. En LSQ, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de limite, on peut aller n'importe où. En français, il faut vraiment suivre une certaine syntaxe. Il y a des expressions aussi qu'on doit traduire, qu'on doit changer. J'ai pas l'impression que c'est normal, j'ai pas l'impression que c'est fluide, j'ai pas l'impression que j'ai des compétences pour ça. Par contre, en langue des signes, je peux m'exprimer, c'est vraiment très clair. Le français, pour moi, c'est pas naturel. Si je commence à écrire un texte en français pour essayer de le traduire après en LSQ, en humour, j'ai l'impression que c'est pas fluide, qu'il y a beaucoup de manques. En LSQ, je peux vraiment y aller directement. J'ai pas de filtre, je peux m'exprimer très clairement, mais c'est très différent s'exprimer en français et en langue des signes. Je peux aller avec des idées qui sont très imagées, qui sont très comiques aussi. Et comment on se prépare justement quand tu te prépares ton numéro pour le rendre accessible aux personnes entendantes? Bon, la préparation, au début, en fait, là, j'en discute avec l'interprète, je me filme, en fait, on crée des idées, on invente. Ensuite, j'envoie le texte et mes vidéos à l'interprète qui commence à pratiquer en français, qui me fait aussi des commentaires. Elle doit travailler aussi le rythme et comment elle va s'exprimer, comment elle va faire les punchs et tout ça. Donc, après, on vérifie le tout, on prépare ensemble. Les entendants, c'est sûr que... par contre, les humoristes entendants travaillent plus sur des textes qu'ils envoient à leur équipe et en discutent, mais nous, c'est vraiment une question de vidéo, une perception, et ensuite, on traduit le tout. C'est comme ça là, que je verrais la différence entre les entendants et les personnes sourdes pour préparer un spectacle d'humour. Alors là, c'est Catherine, l'interprète, que vous entendiez verbaliser les propos de Benjamin. Mais là, je pense qu'il va y avoir un switch et on va faire appel à notre autre interprète ce soir, Charline, qui va venir interpréter ton numéro. Et Benjamin, tu voulais aussi te lever pour aller devant l'autre webcam là, pour pouvoir avoir justement tout l'espace pour exprimer ton intensité. Alors, je te laisse te placer et puis à notre interprète de prendre le micro et on te cède la scène. Oui, parfait, on change de place, merci. Je me prépare.
Tout le monde est prêt? Prête? À la technique, ça va aussi le cadrage. Alors, à toi, Benjamin. Prête? On est prêt. Parfait. Donc, moi, je vous raconte une histoire, les balbutiements de mon premier show de drague. Donc, au début, je me suis dit, je vais bien participer. C'est quoi mon nom de drague? Mélicia. J'adore. J'adore. Mes amis qui m'ont nommée. J'adore. Alors, j'adore rencontrer les gens, j'adore aimer les gens, j'adore briller et échanger avec les autres. Donc, je suis très sociable. On m'a nommée comme ça. J'avais pas d'expérience, par exemple. J'ai jamais fait ça. Donc, je suis un homme. J'aime les hommes, mais ma vie en drague, je suis pas habituée. Mais quand même, je fonce, ça va. Je participe. Donc, j'arrive à un atelier où est-ce qu'on nous apprend 5 choses. Se mettre du make-up, s'habiller, marcher en talons, plusieurs choses. On apprend même, on fait un atelier pour se pratiquer, la couture, etc. Pour être franc, il y a 2 choses là, pour lesquelles j'étais vraiment pas bon. J'ai de la merde, la couture. Là. La couture, ça ne marchait pas pour moi. Puis le maquillage aussi. J'essayais d'apprendre, OK, les techniques. Comment je fais ça? Maquillage, le rouge à lèvres. Je me mets des idées. Je me dis, bon, OK, un gros rouge à lèvres orange, du gros fard pour les yeux, super mauve foncé. Hey, j'étais attriquée, là. J'avais l'air d'un clown. Je me regarde dans le miroir. Ça marche pas. Bon, je me suis dit, est-ce que le monde va voir un spectacle de drague pour voir un clown? Non, je pense pas. Fait que moi, j'ai pas le goût d'être un clown. Je vais payer une maquilleuse professionnelle pour faire mon make-up parce que, tu sais, pour le drague, le clown, c'est pas ça. C'est pas la vibe. Fait que, make-up, difficile pour moi. Ensuite, la couture, ça aussi, c'est compliqué. Bon, faut couper les choses, les patrons, le tissu, les affaires. Faut être créatif, se créer un costume, tu sais. Fait que la couture, là, moi, dans mes grosses mains, là, ça marche pas. Je prends le fil, j'essaie de le mettre dans l'aiguille, le rentre, j'ai de la misère. Donc, rentrer ça dans le chat de l'aiguille, là, je dis, comment c'est qu'on fait, là? Bon, on me le montre un peu, là. Tiens, tu rentres ça dans le petit trou, là. Ah, elle a l'air d'être habituée, cette personne-là, c'est naturel pour elle, mais pour moi, mes gros doigts, j'arrive pas. Et je rush ma vie à rentrer le fil dans l'aiguille. Tu sais, si je peux faire une métaphore, c'est comme essayer de fourrer quelqu'un un petit cul vraiment tête. C'est la même affaire, mais c'est un chat. C'est un chat d'aiguille. Miaou! Bon, fait que j'abandonne ça. Je suis bien poche là-dedans. Fait que c'est ça. C'est fini pour l'atelier de couture. Je dis, bon, est-ce que tu vas pouvoir faire mon maquillage pour moi? Je te paye. Parfait. Fait que la fille, elle me dit, d'avance, par exemple, il faut que tu te rases partout. Les drag queens, c'est la loi. Il faut que tu sois nue, chauve de partout. Fait que je me fais l'arrêt. C'est long de raser partout. Partout. Bon, mais parfait quand même. Je prends des notes puis je fais ça. Donc, je me rase la barbe, les bras. Ça prend du temps. 1h30. 1h30. Le cul, c'était compliqué. Entre les jambes, les cuisses, les bras. Ça a pris du temps, puis ça a fait mal aussi. Mais bon, nue comme chauvin, je me regarde dans le miroir. J'ai l'air d'avoir 5 ans prépubère. Donc, mon conjoint me voit ça, puis il dit, ouais, ça t'a vraiment changé. Ça va pas être une habitude, inquiète-toi pas. Bon, fait que je m'en vais là, au rendez-vous pour le maquillage et tout ça. Donc, j'arrive là, on s'assoit devant... la personne qui fait mon maquillage, elle me prépare, ça prend 1h30, je vous dirais, là, tout le beau maquillage, elle me colle les sourcils, aïe, ça fait mal, ça me sculpte la face. Donc, avec patience, 1h30, c'est fini, je m'en vais, je me vois dans le miroir, le choc, j'en revenais pas. Oh my God, je suis différent. Benjamin, bye-bye, il est parti. Je suis plus Benjamin, j'ai fait une révolution féminine. Benjamin, il a crissé le camp. Fait que je prends mon Uber, je m'en vais au spectacle. Donc, j'arrive là, écoute, habillée normale, là, mais j'ai juste mon make-up. Je croise du monde, je dis bonjour. Ils me disent, t'es qui, toi? Je dis,
Mélicia, j'adore. Donc, je les informe. Bah, c'est beau ton make-up, merci. 2 minutes plus tard. Hein, Benjamin? Ben oui, c'est moi, Benjamin. T'as tellement changé, je t'avais même pas reconnu. Ben, je dis oui, c'est moi, tu sais. Donc, bon, je me prépare là, pour le spectacle. On y arrive bientôt. Fait que je m'habille. Ma robe, super courte, hein? Intense courte, là, tu sais. Et puis, bon, ben, il faut que je rentre mon pénis, hein? Il faut que je me cache le paquet. Donc, c'était un gros fail. Honnêtement, c'était un gros fail. Je sais pas, j'étais fière de mes vêtements, mais bon. Donc, je m'habille. Là, mon ami vient me voir et dit ton poil là, de cuisse, c'est-tu normal? Le poil, j'avais pas. Je regarde ça. Fuck! J'avais oublié, tu sais. Je me suis dit, bon, à la maison, je rase tout ça. Ça devrait être correct, mais je l'avais pas mis ma robe après m'être rasée. Pas le temps, c'est pas grave, je vais la mettre rendue là-bas, ma robe, anyway. Fait que là, il y a mon poil de jambe, de cuisse qui vole comme une fringe là, au vent. Ça n'a pas de bon sens. Fait que je demande à des amis, qu'est-ce que je fais pour faire ça? Avez-vous des trucs? On me donne 3 trucs. Le premier, mets-toi de la poudre. Mets-toi de la poudre sur la cuisse épais. C'est un gros fail, ça marche pas, on voit le poil. Fail numéro 1. Huile, un fond de teint. Pacte ça de fond de teint, marche pas. On voit à travers, le poil paraît encore plus. 3e conseil, quoi? Mets-toi du tape. Mets-toi du tape tout autour de la cuisse. Hey, j'avais les cuisses là, tapées, là. Mais ça paraissait pas trop. Il était blanc, comme tu sais, un peu ma peau, fait qu'il était pas. Vous savez, là, Barbada, la drag queen, elle est vraiment populaire. Là, j'imagine que vous la connaissez. Elle est venue me voir, elle m'a dit « Ah, c'est un bon truc, ça, c'est une bonne idée. Je vais garder ça en tête si un jour, jamais, j'ai le poil qui ressort. » Je dis « Ben oui, merci, c'est une bonne idée. Hein? » Super. Fait que j'ai les cuisses... fait que je suis prête. Je m'en vais sur la scène. Je commence à danser. Tu sais, vous savez, là, la musique, là... Céline Dion, pour que tu m'aimes encore. Bon, c'est ça. Ça, c'est la toune sur laquelle je fais mon spectacle. Fait que je fais mon numéro, mais tu sais, je m'étais pratiquée avant, marcher avec les talons, tu sais. Bon, fait que il y a 3 comme gros buildings là, sur lesquels je marche à travers là, et tout ça. Mais moi, je n'avais pas réalisé à quel point que taper mes cuisses, ça m'empêcherait de bouger, là, moi, là. Ça me faisait super mal. Les gens me regardaient, là, il y avait genre 200 personnes dans la salle. Fait que moi, j'avais l'air de sauter comme... j'avais l'air de sauter, de pas être, tu sais, marcher comme il faut. Fait que bon, c'est pas grave, hein, the show must go on. Fait que je fais semblant. Là, la dernière scène, je t'aime. Je laisse tomber le micro qui fait comme tomber comme un gros pénis bandé de gauche à droite, comme un métronome. La salle est en délire. Ça s'est bien passé, ça a fini comme ça. Donc, c'est une belle expérience. Puis aussi, ben, une dernière, c'est sûr que ça a été drôle, mais c'était ma première expérience. Donc, oui, il y a eu des erreurs, mais c'est pas grave. Les gens ont ri beaucoup. J'ai ri de moi-même aussi, de mon poil, tu sais. Puis la prochaine fois, ben, quand je vais faire un autre spectacle, là, en octobre, le 17-18 octobre, donc je vais aller au mai. Je vais faire un spectacle. Puis là, je le sais, je l'ai appris, ma leçon. Je vais essayer ma robe avant. Merci, Benjamin, de ton témoignage. Et je pense qu'il y a aussi une autre personne dans la salle qui sera en spectacle le 17 et le 18 octobre avec toi, Willie Hot. Donc, je crois qu'on va même en reparler la semaine prochaine à l'émission. On va confirmer ça dans les prochains jours avec l'équipe du mai. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais ajouter, Benjamin, après ce numéro? Ben, en fait, je peux ajouter que le côté là, humour sourd, c'est très précis, c'est des images qu'on doit explorer. Il faut vraiment pratiquer la voix aussi d'avance. C'est très important que l'humour en langue des signes soit bien rendu en français. Il y a des moments punchés aussi là, qui doivent être travaillés. Il faut vraiment trouver là, comment rythmer les phrases pour que ce soit punché. Il ne faut pas que ce soit juste des résumés. Il faut vraiment être capable de rejoindre le public sourd et entendant en même temps. L'humoriste là, veut vraiment rejoindre son public. C'est très important. On veut faire en sorte que la salle comprenne et rie ensemble. On veut vraiment lui transmettre les images. Et aussi, on veut que ce soit très clair. On veut bien présenter le personnage. Donc, je pense que
Tu es sûr que les entendants, habituellement, quand ils font un show d'humour, ils s'expriment à la voix. La personne sourde va s'exprimer en langue des signes. C'est la même chose. En LSQ, on s'exprime. En français, on s'exprime aussi. Côté humour, ça peut se ressembler. C'est la même affaire. C'est sûr que le vocabulaire va être différent. Il faut adapter pour que ce soit intelligible dans les deux langues. Merci pour cette verbalisation-là, qu'il y avait beaucoup de stock. Merci à toi. Je te souhaite plein d'autres occasions pour continuer à te découvrir aussi dans cet art-là et avoir d'autres occasions, en fait, de présenter ta réalité, ton vécu sous la forme de l'humour. Merci, Benjamin. Oui! Merci beaucoup. Certainement, là, je veux participer éventuellement encore. Je prévois faire d'autres spectacles d'humour. Je vais pouvoir aussi faire de l'introspection, développer des idées, me préparer. Et je pourrai vous avertir aussi si j'ai d'autres projets qui s'en viennent. Mes remerciements cette semaine, notre première invitée, Estelle Kazlek, sexologue, oui, et directrice du volet éducation à l'organisme Les Trois Sexes. L'écrivain Antoine Charbonneau-Demers qui présente ces jours-ci Mon serviteur à la chapelle. Bonne fin de spectacle demain et après-demain. Merci aussi au comédien et metteur en scène Jean-François Quesnel. Et notre humoriste invité de la semaine, Benjamin Alain Vaillant. À la recherche, je remercie Caroline Desmartins, à la technique Lou Perreno et nos interprètes en langue des signes cette semaine, Catherine Langevin-Pépin et Charline Marmet. Derrière le bar, comme toujours, Dominique Séguin. Des applaudissements timides, mais on t'apprécie autant, Dominique. Merci à l'appui financier de la Caisse Desjardins, d'économie solidaire Desjardins, oui, à travers le Fonds d'aide au développement du milieu. Je vous invite à venir nous voir tous les mercredis au Normandie dès 19h. Vous pouvez également vous abonner à notre infolettre. Le formulaire est disponible sur notre site Internet. Vous abonner à notre Patreon également pour nous soutenir financièrement. Nos réseaux sociaux, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, mon compte à moi, Kim Roy-Grenier, puisque notre compte tous est bloqué. Ici Kim Roy-Grenier, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine.